Une rangée d'arbres à droite, une autre à gauche. Chênes, marronniers, hêtres et tilleuls bordent la route à intervalles réguliers. La route allemande des allées façonne les paysages et conduit le voyageur dans des lieux insolites. Certaines allées sont très anciennes. Elles ont été plantées afin d'agrémenter les voyages princiers. Des allées de pommiers, de cerisiers et de poiriers bordent des contrées parfois méconnues. La route nous emmène à la découverte d'édifices, de résidences et de châteaux étonnants, et aussi à la rencontre d'habitants passionnés. Des rives du lac Müritz à la vallée de la Tollense, théâtre de ce qui a été sans doute la plus grande bataille de l'âge du bronze en Europe, la route des allées a de nombreux visages. La route des allées s'étire sur près de 3000 km à travers l'Allemagne. Les Länder possédant le plus grand nombre d'allées sont le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie occidentale. 430 km séparent l'île de Rügen de Wittenberg, la ville de Luther. Nous entamons notre périple depuis Zellin, l'une des principales stations balnéaires de l'île de Rügen avec Binz-et-Gören. Zellin a appartenu jusqu'en 1326 à la principauté de Rügen et a par la suite rejoint le duché de Poméranie. Les allées sont des routes, des promenades ou des chemins, pour la plupart bordés d'arbres. Presque tous les jours, Oliver Tassler sillonne l'île de Rügen à vélo. Il se rend au travail. L'intérêt de ce trajet, c'est de pouvoir traverser un paysage culturel très ancien et de passer par des allées historiques où j'ai la chance de pouvoir circuler à vélo sans rencontrer la moindre voiture. Ingénieur des eaux et forêts, Oliver Tassler dirige le centre d'information sur l'environnement de Rügen. L'équipe se réunit dans l'ancienne maison forestière de Prora. Rügen était autrefois le lieu de résidence du prince Malte zu Putbus, qui en 1810 aurait jeté les bases des allées de l'île. La maison forestière se trouve sur le tracé d'une des plus anciennes allées de l'île. Des marronniers et des chênes vieux de près de 200 ans bordent le chemin. En plus d'embellir le paysage, les allées avaient aussi un aspect pratique. Elles apportaient de l'ombre aux voyageurs et permettaient de fixer la poussière. Quand on voit aujourd'hui toutes les voitures qui circulent sur la route des allées, on se dit que ces dernières ne sont pas adaptées à ce trafic intense. Oliver Tassler veut éveiller chez les gens une curiosité pour la nature. La promenade à la cime des arbres est l'un des plus sûrs moyens d'y arriver. Le visiteur déambule entre les hêtres pourpres à une hauteur pouvant aller jusqu'à 17 mètres. Cette promenade à la cime des arbres a été conçue pour offrir aux visiteurs un point de vue complètement différent sur le paysage. C'est quelque chose de très particulier de se promener ainsi entre les couronnes des arbres, comme des oiseaux. Ça touche les gens et leur donne envie de s'intéresser à la nature. Cette blessure n'a pas été causée par des visiteurs. Elle est liée au mouvement de l'arbre, qui peut parfois heurter la balustrade. Cela se produit quand on a des vents de force 5 qui viennent de la mer Baltique. Du coup, l'arbre se met à se balancer pour ne pas rompre. Je vais vous montrer.
Je vais reproduire un vent de force 6. Et si je continue, vous le voyez, il manque 10 petits centimètres pour que l'arbre vienne cogner contre la balustrade. Par vent d'est, l'arbre peut toucher la rambarde. Le clou de la promenade à la cime des arbres est le belvédère, qui offre une vue exceptionnelle sur la nature environnante. On est à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une situation unique. De là, on peut admirer les différentes facettes de cet espace protégé. Les forêts, les paysages ouverts et les lagunes de la mer Baltique. En plus de ses allées et de ses forêts, l'île de Rügen est aussi célèbre pour la beauté de ses falaises de craie, qui culminent à 120 mètres au-dessus de la mer. Le Mecklembourg-Poméranie occidentale est souvent appelé pays des 1000 lacs et des allées ombragées. Des milliers d'arbres se dressent le long des routes de la région. La route des allées traverse le pont de Rügen, qui enjambe un bras de la Baltique et relie l'île à la ville hanséatique de Stralsund. Stralsund est le port d'attache du Gorschfock, le voilier-école de la marine allemande. En 2002, le centre historique de la ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La route des allées longe un terrain militaire abandonné. Les personnes qui se retrouvent ici viennent s'adonner à un loisir un peu particulier. Une activité qui fait de plus en plus d'adeptes, le paintball. Hartmut Lass est président du club de paintball de Stralsund. C'est un sport d'action moderne qui nous vient au départ de l'agriculture. À l'époque, les éleveurs utilisaient des lanceurs pour marquer leurs bêtes. Et à un moment donné, ils se sont mis à se tirer les uns sur les autres avec. C'est comme ça que le paintball est né. Avant le début du jeu, on compte jusqu'à 10. Et ça me paraît toujours une éternité. 10 secondes. Go! Le paintball tient son nom des petites billes de peinture utilisées en guise de munitions. Le principe du jeu est simple. Deux équipes s'affrontent. Dès qu'un joueur est marqué, il doit quitter le terrain. André Jasman sait par expérience à quel point la tenue de protection est importante. Au début, on voit des étoiles parfois. Il n'y a pas beaucoup de peinture. Il n'y a pas beaucoup de peinture? Au bout d'un certain temps, on s'habitue. Pour les débutants, c'est un peu plus compliqué. Ça leur arrive de crier de douleur. Mais quand on est professionnel comme nous, on sent que ça fait mal, mais pas au point de dire aïe aïe aïe. Hartmut Lass et ses amis s'entraînent régulièrement en vue de tournois qui sont strictement réglementés. Le paintball, un sport sous le feu des critiques, est accusé d'être trop martial et d'inciter la jeunesse à la violence. Mais pour les participants, ce n'est qu'une version moderne du jeu des gendarmes et des voleurs. Super match. On s'est marré. Action, adrénaline, tactique, stratégie, tout en un. Fini l'entraînement. Les joueurs de paintball rentrent chez eux par la route des allées, évidemment. Les arbres, en partie centenaires, créent un jeu d'ombre et de lumière sur la chaussée. Les allées, havres de fraîcheur en été, étaient autrefois également destinées à augmenter la cadence des armées en déplacement. Aujourd'hui, ce sont des havres de vie pour des plantes et des animaux rares. Ces artères relient également des villages et des monuments historiques les uns aux autres.
Non loin de la route principale, la localité de Gribbenau s'enorgueillit d'un château baroque et juste derrière d'une petite église. C'est l'un des rares vestiges de l'architecture protestante dans l'ancienne Poméranie suédoise. Ce lieu de culte a été construit entre 1648 et 1654 dans le style à colombage. Le plan à 15 côtés et le toit en forme de tente font l'originalité de l'édifice. Dans ce paysage façonné à l'origine par les glaciers, serpente la Tollense, une rivière du Mecklembourg. Ici, dans un lieu tenu secret, des fouilles sont en cours depuis plusieurs années. Des milliers d'objets et d'ossements, dont certains en excellent état, ont été mis au jour. Ils donnent à penser qu'une bataille sanglante a fait rage ici, durant l'âge du bronze, il y a donc environ 3300 ans. Depuis près de 7 ans, Thomas Terberger, de l'université de Greifswald, et une équipe de chercheurs fouillent le sous-sol marécageux. Ils ne cessent d'exhumer des vestiges du passé qui surprennent les archéologues du monde entier. Les découvertes que nous avons pu faire dans la vallée de la Tollense tranchent avec tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici en Europe centrale. Plusieurs indices donnent à penser que la vallée a été le théâtre d'une bataille de grande envergure. De ce fait, le site joue un rôle majeur dans la recherche sur la préhistoire en Europe centrale. Un crâne humain. Jusqu'ici, des ossements appartenant à plus de 125 personnes ont été découverts. À cela s'ajoutent des pointes de flèches, des massues et des bijoux. C'est un habitant de la région qui, le premier, a trouvé par hasard en 1996 un numérus sur une berge lors d'une sortie en kayak. La rivière aussi a des secrets à livrer. Sonia Nagel et son mari Franck ont suivi une formation de plongeur scientifique afin de pouvoir travailler comme bénévoles sur le chantier. Le couple passe ici toutes ses vacances. Ils cherchent des traces du passé qui vont pouvoir aider les scientifiques à reconstituer un massacre vieux de plus de 3300 ans. Comment ça se passe au fond de l'eau? Le voilà. Regarde-moi ça, il est magnifique. Oui, il est très beau. Vas-y doucement, il est un peu fragile. Il est parfaitement conservé. Attention. Oui, je l'ai bien en main. C'est toujours excitant quand on fait de nouvelles découvertes comme celle-ci. C'est l'une des attractions du Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est le plus grand champ de bataille en Europe datant de l'âge du bronze. Je suis heureuse et fière de participer à cette aventure. C'est devenu pour mon mari et moi une sorte de sacerdoce. Entre 2000 et 4000 hommes se seraient affrontés lors de la bataille de la Tollense. 600 d'entre eux auraient trouvé la mort. Une pièce fascine tout particulièrement les archéologues. Un crâne percé de la pointe d'une flèche. C'est Joachim Krüger qui a eu la chance de le trouver. Une découverte décisive pour le projet. Ce sont des moments magiques. Vous êtes à votre bureau ou ailleurs et tout d'un coup le téléphone sonne. On vous annonce qu'une découverte fantastique a été faite dans la vallée de la Tollense. Ça porte toute l'équipe. D'autant qu'on s'était toujours dit que ça serait bien de trouver quelque chose qui résumerait toute la situation. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était à la fin d'une plongée relativement longue. J'ai vu cette pièce brillante en métal et dans un premier temps, je me suis dit, ça doit être un ustensile avec un pied. Et puis j'ai réalisé que c'était un crâne. J'ai dû crier tellement fort au fond de l'eau que mon collègue sur la berge m'a entendu. Ce qui a déclenché la bataille? Pour l'instant, les chercheurs doivent se contenter d'hypothèses. Peut-être une guerre de religion ou des problèmes économiques. Aujourd'hui, nos experts vont en apprendre davantage sur le fonctionnement des armes préhistoriques et leur efficacité. Harm Paulsen, 70 ans, vient d'arriver du Schleswig. Cet archéologue expérimental est spécialisé dans la fabrication et le maniement des armes anciennes.
J'ai dû oublier un jour ou l'autre de devenir adulte, ce qui n'est pas forcément dramatique. Ça m'a simplement permis de devenir un expert reconnu internationalement. Préparation au premier tir, avec un arc et des flèches reconstitués d'après les originaux. Bravo! Voyons voir. La flèche est bien plantée. Elle a même touché un os. Oui, ça se présente bien. Elle ressort ici, regarde. Oui, d'un bon centimètre. On peut se faire une idée de la profondeur de pénétration à une distance de 20 mètres. C'est impressionnant. Même avec des masses de viande compactes, la flèche pénètre sans problème de 15 cm. Sur des zones plus fragiles, elle pénètre encore plus profondément et pourrait facilement endommager des organes. Ossements, armes, bijoux, ils feront sans doute un jour l'objet d'une exposition. Ce sont les vestiges d'une bataille sanglante qui s'est déroulée dans ce cadre qui semble pourtant si serein aujourd'hui. Je suis tombé amoureux de cette région, notamment grâce à l'archéologie. Participer à un tel projet, c'est un temps fort dans ma vie professionnelle. Et je veux profiter pleinement de chaque jour que je passe ici. Cela me motive pour tout l'hiver. Le champ de bataille de la Tollense, une découverte au retentissement mondial, à 2 pas de la route des allées. Cette dernière nous fait maintenant traverser le parc national de la Suisse mecklembourgeoise, célèbre pour ses collines et ses vallées verdoyantes, ses immenses lacs et ses demeures somptueuses. Stéphane Poulkenat emprunte régulièrement la route des allées, source d'inspiration pour son travail d'architecte paysagiste. C'est ce qu'il y a de plus beau, ce jeu d'ombre et de lumière. Et quand on roule sur des chemins vicinaux, ça ne soulève pas autant de poussière qu'ailleurs. Et entre les arbres, il y a toujours de superbes échappées. Ce n'est pas une simple ligne droite qui permet d'aller d'un point A à un point B. C'est un paysage affectif. Les allées du Mecklembourg marquent les paysages, mais il n'est pas simple de les conserver ou de les restaurer. Les gaz d'échappement et le sel en hiver mettent les arbres à rude épreuve. Il faut donc mobiliser d'importants moyens pour les entretenir. Construit en 1467, le château de Basse-d'Eau était d'abord un château fort. La restauration des jardins se fait sous la houlette de Stéphane Poulkenat, une tâche qu'il exerce depuis 30 ans avec passion. Dans le virage, on peut déplacer la 5e balise de 5 cm vers l'intérieur. Ici, il faut creuser encore un peu pour dégager l'ancienne rue du village. Les anciens pavés sont bien visibles. Il y a juste une couche d'asphalte par-dessus. Les travaux terminés, le nouveau chemin s'intégrera parfaitement dans le paysage. Le parc du château a été conçu dans le style des jardins anglais. En 1985, l'ensemble du site a été classé monument historique. Quand on possède un tel trésor, on peut comparer avec la Joconde. Il paraît évident qu'il faut le protéger et l'entretenir. Pour les parcs et les jardins, cela ne va malheureusement pas de soi. Les gens vous disent « Allez donc en France ou en Italie si vous voulez admirer de beaux jardins ». À l'heure du changement climatique, on devrait pourtant avoir compris qu'il y a aussi plein de belles choses à côté de chez soi et qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher très loin pour les découvrir. Créé au XIXe siècle, le parc du château s'étale sur près de 200 hectares, soit l'équivalent de 280 terrains de football. Il a longtemps été laissé à l'abandon. Regardez cette jolie perspective. Ce groupe de chênes en arrière-plan poussait dans tous les sens. On est arrivé juste à temps pour restaurer ces magnifiques structures. Cette perspective a été créée par l'homme, alors que tout le monde pense qu'elle est l'œuvre de la nature. Depuis des années, Stéphane Poulkenat restaure le parc, d'après les plans dessinés par le paysagiste prussien Peter Joseph Lenné.
Le problème en Allemagne, c'est que durant des décennies, de nombreux jardins n'ont pas été correctement entretenus. On s'est souvent contenté de les rafistoler. Et de ce fait, l'architecte paysagiste doit essayer de se mettre dans la peau de l'artiste jardinier de l'époque. Tant que le concept, que l'intention artistique de départ lui échappe, il ne peut pas restaurer un jardin comme celui-ci. Stefan Pulkenat est aussi en charge du parc du château de Remplin, qui abrite le plus ancien observatoire astronomique du Mecklembourg conservé à ce jour. Il date de 1793. Sa mort ? Alors qu'ils n'ont que 15 ans, les marronniers de l'allée principale sont malades. Ce sont des blessures qui viennent de la tonte ou de l'élagage et qui ne sont pas prises au sérieux pour les jeunes arbres. Mais une fois qu'ils ont grandi, on s'étonne de les voir tomber malades et on met en cause le climat ou les changements climatiques. La parade, c'est de protéger les arbres d'un manchon. Comme ça, tout le monde peut tondre, même après 3 bouteilles de schnapps, et l'arbre reste entier. À quel moment et de quelle façon les arbres les plus fragiles doivent-ils être taillés? C'est là un vrai casse-tête pour les jardiniers. Quand on plante de nouvelles allées, on se rend compte à quel point il est difficile sur une période de 60 ans d'obtenir une unité entre les arbres. Il y a des pertes déjà après 20-30 ans. Je tire mon chapeau aux jardiniers de l'époque pour le travail qu'ils ont su accomplir. Avec la haute technologie et nos ordinateurs, on n'arrive pas à faire aussi bien qu'eux. Redonner une nouvelle vie à ces jardins chargés d'histoire, tel est l'objectif de Stefan Pulkenat. En 1940, un incendie a détruit le château de Remplin dans sa quasi-totalité. Aujourd'hui, seul le parc et quelques rares édifices témoignent encore de sa splendeur passée, comme cette porte baroque de 37 mètres de haut. De là, la route des allées serpente à travers la Suisse mecklembourgeoise, le long de la Müritz. Avec une superficie de 115 km², il s'agit du plus grand lac situé entièrement sur le territoire allemand. Il s'est formé lors de la dernière glaciation, il y a quelques 12 000 ans. Le canal de Bolt part de la rive orientale. C'est ici que Bernd Scheiter a installé son agence de location de bateaux. Associé dans une entreprise de construction navale, il fabrique des péniches et des pédalos, de la conception à la réalisation. Bernd Scheiter est né à Rechlin, au bord du lac Müritz. Ce sont mes parents qui m'ont transmis l'amour des bateaux. Depuis tout petit, je vis près des bateaux. J'ai toujours été en contact avec l'eau, j'ai grandi sur la plage. Au début, c'était les voiliers, puis je me suis passionné pour les bateaux à moteur, et puis pour la plaisance. On est 100% écolo. Concrètement, nous utilisons du gaz liquide, et nous essayons d'abîmer la nature le moins possible. Aujourd'hui, il teste pour la première fois une péniche équipée de panneaux solaires. Bernd Scheiter s'est spécialisé dans la construction de bateaux respectueux de l'environnement. Des bateaux silencieux pour apprécier au mieux les promenades sur l'eau. Ces moteurs électriques tournent à l'énergie solaire. Bernd Scheiter veut vérifier s'ils fonctionnent correctement. La puissance des moteurs est relativement faible. L'objectif est que les gens puissent naviguer en autonomie sans avoir à faire escale pour trouver une prise de courant. Ils pourront ainsi sillonner toute l'Europe avec le soleil dans le réservoir. Bernd Scheiter a travaillé des années sur son invention. Son verdict aujourd'hui: cet essai montre qu'il y a un problème de synchronisation entre les moteurs. Il va donc falloir retoucher les tiges de commande pour que les deux moteurs aient des puissances équivalentes, ce qui n'est pas encore le cas. Après ça, on refera un essai.
La nature, le silence, la détente, toutes ces sensations positives, je les associe à la navigation. Dès que je monte à bord d'un bateau, je me sens pratiquement en vacances. Que j'emporte ma boîte à outils ou non. L'eau, c'est la vie. À quelques minutes de là se trouve la commune de Rechlin et le chantier naval de Bernscheiter. En basse saison, cet outilleur diplômé et ses collègues se consacrent surtout à des travaux d'entretien. Les ventes ont baissé. Dans mon domaine, autrement dit entre 50 et 100 000 euros, il ne se passe pratiquement plus rien. Il y a un marché pour les bateaux de moins de 30 000 euros et maintenant à nouveau pour les bateaux de plus de 200 000 euros. Chez nous, c'est le calme plat en ce moment. C'est pour ça qu'on a renforcé l'activité de location. Même sans permis bateau, on peut prendre le large. Rien de tel qu'une promenade en pédalo pour terminer agréablement la journée. Ce modèle à roue à aube est baptisé Lutthut. Sa construction a pris plus de 5 ans. Le système de direction a notamment donné du fil à retordre à Bernscheiter. Ce bateau a été conçu pour voyager. Il est équipé d'une cabine avec un lit double de 2 mètres par 1,40 m et un espace suffisant au-dessus de la tête. Ce n'est pas trop exigu. Il y a un réchaud à bord, des casseroles, des couverts. C'est un îlot pour 2. La rive orientale du lac est presque entièrement bordée par le parc national de la Müritz, qui abrite des plantes rares et une faune exceptionnelle. Le canal de Bolt serpente à travers cet espace protégé. Ici, dans le Mecklembourg, l'eau et les allées vont bien ensemble. La plupart des gens ne connaissent que les allées asphaltées. Mais c'est aussi très agréable de circuler sur ces voies navigables bordées d'arbres. Ce paysage de lacs, de canaux et de cours d'eau propre au Mecklembourg s'étend au-delà des frontières du Land jusqu'au Brandebourg. Les allées au Brandebourg, ce sont près de 380 000 arbres. Elles constituent une richesse culturelle pour la région et en façonnent les paysages. Mais de nombreuses essences souffrent de l'intensification du trafic et de l'aménagement du réseau routier. Petit paradis pour les insectes et les oiseaux, les allées d'arbres fruitiers se prêtent mal à une exploitation intensive. On mouille la chemise. Quand on a secoué quelques arbres, on a des courbatures. C'est un travail très physique. En association avec l'organisation berlinoise Muntraub, le producteur de jus Kai Brass s'emploie à revaloriser les allées et les prés appartenant au domaine public. Ensemble, ils organisent régulièrement des actions de ce type. Ici, il y a des tonnes de fruits qui se perdent. C'est comme un secret que quelques-uns connaissent mais dont personne ne profite. C'est un trésor régional qui n'est pas exploité. Ça tombe par terre et personne ne le ramasse. L'argent et les jolies pommes. Kai Brass et ses acolytes de l'association Muntraub veulent faire découvrir le jus issu de ces fruits, à l'occasion de l'édition 2015 du Bundesgartenschau, le plus important salon horticole d'Allemagne. Un jus entièrement fabriqué à base de fruits,
qui, sans ces idéalistes, auraient pourri à même le sol. Dans le village de Betseheide, le maître potier a ouvert en 2006 un atelier de fabrication de jus de fruits. Les pommes sont lavées, hachées et pressées. Le jus est mis en bouteille à chaud pour en assurer une bonne conservation. En période de récolte, Kai Brass et ses collègues travaillent jusque tard dans la nuit. Ces dernières semaines ont commencé à 6 heures et on n'est jamais sorti avant minuit. Après, c'est rentrer à la maison, manger et dormir. Je dois avouer qu'il m'arrive de zapper la douche quand j'arrive chez moi en titubant à 1h30 du matin. Je m'effondre sur mon lit comme ça. Délicieux, un très bon jus. Kai Brass ne transforme pas que les fruits récoltés le long des allées, mais aussi d'autres fruits non traités récoltés dans les vergers de la région. Le petit producteur artisanal pratique la vente directe. Il écoule aussi ses produits sur les marchés et dans les restaurants. Pour moi, c'est aussi une affaire politique. Je ne me suis pas lancé là-dedans pour faire de la politique, mais c'est quand même une prise de position pour l'environnement, les produits locaux, les circuits courts. Je suis un vieil écolo. J'ai participé à la création du Parti des Verts dans le Schleswig-Holstein dans les années 70. Ma philosophie, c'est de concilier économie et écologie. Et si en plus ça me permet de gagner de l'argent, c'est super. De la récolte du fruit à la fabrication du jus, Kai Brass fait ainsi sortir les allées allemandes de l'oubli. Le pays de la Havel, ses canaux, ses lacs et ses allées. La route des allées passe par Goldzow, où vit Karl-Heinz Voigt. Cet homme originaire du Brandebourg a un passe-temps hors du commun. Il s'y adonne dans son jardin, sous l'œil bienveillant de ses voisins. Karl-Heinz Voigt s'est pris d'affection pour de grosses bêtes. L'un de ses colocataires répond au doux nom de Karl Schön, Petit Karl. Un caïman de près de 2 mètres de long qui vit depuis 27 ans auprès de ce pompier professionnel. Petit. Lutti, le petit caïman, réclame lui aussi à manger. Ses 70 dents sont toutes bien acérées. En 27 ans, j'ai été mordu à 3 reprises, au point de faire venir le médecin. Les médecins de l'hôpital connaissent ma passion. Et quand je suis arrivé aux urgences, avec les 2 mains et l'avant-bras bandés, ils m'ont accueilli en disant « Ça y est, ils ont enfin fini par t'avoir ». Ça, c'est un geste malheureux. Je me suis blessé avec une pince en installant le panneau devant. Dans le Brandebourg, pas besoin d'autorisation. Pour élever des animaux dangereux dans son jardin, il suffit d'avoir de la place, des compétences, un chauffage et des voisins compréhensifs. La ferme crocodile de Goldzow accueille en ce moment 12 caïmans et 15 tortues d'eau. Près de 50 lapins tondent la pelouse, avant de servir de pâture aux alligators. Karl-Heinz Voigt agrandit le bassin des tortues. L'été, Karl Schön, le doyen des crocodiles, a le privilège de pouvoir sortir.
Je dois dire que j'ai les meilleurs voisins du monde. Dès qu'il y a un problème avec un animal, une naissance ou l'arrivée d'un nouveau locataire, il me suffit d'aller voir mes voisins pour qu'ils me donnent aussitôt un coup de main. Il y a une bonne ambiance entre nous. La ferme abrite aussi des animaux qui ont été confisqués à leurs propriétaires par les autorités pour absence de soins appropriés. Karl-Heinz Voigt les bichonne en plus de ses protégés. Les reptiles adultes se nourrissent aussi de poules, de canards et de poissons morts. Notre poïki est très rare. C'est un caïman latyrostris, à museau large. Voici Moritz. C'est le plus grand de tous. Il mesure 2 mètres pour 50-60 kilos. Il y a aussi Max avec sa pausine. Et le premier arrivé, et aussi le plus âgé, c'est Karlchen. Il a le droit de sortir en été, sauf en ce moment à cause des travaux. Karl-Heinz Voigt passe entre 4 et 5 heures par jour à s'occuper de ses animaux, un loisir très onéreux. Récemment, il a reconverti son habitation et son jardin en ferme crocodile. Un succès, avec jusqu'à 2000 entrées payantes par an. Karl-Heinz Voigt n'imagine plus la vie sans ses petits protégés. On s'y attache. Après un certain temps, les animaux finissent par faire partie de la famille. Et on ne se sépare pas si facilement de l'un d'entre eux. On a tous un petit grain de folie. Moi, un peu plus que les autres. S'éloignant à présent du village de Golzow, célèbre pour son église baroque octogonale, la route des allées poursuit sa traversée du parc naturel du Haut-Fléming. Au cœur de ce parc se trouve la ville de Bad Belzig. Le château d'Eisenhardt, la plus grande forteresse surélevée du nord de l'Allemagne, surplombe la cité. Martin Luther y a passé la nuit en 1534. Le château apparaît pour la première fois dans des documents en 997. À 5 km environ de Bad Belzig se trouve un moulin vieux de 200 ans. C'est le moulin à vent de Borneux. Et personne ne le connaît aussi bien qu'Ina Henge Goldau. Cette meunière passionnée s'en occupe bénévolement avec son mari. J'adore ce moulin et les moulins à vent en général. Le problème, c'est que le savoir-faire se perd. Il n'y a plus beaucoup de meuniers qui savent encore s'occuper d'un moulin comme celui-ci. Le métier de meunier existe certes toujours aujourd'hui, mais il n'a plus grand-chose à voir avec les moulins à vent ou à eau. Ce vieux moulin peut toujours moudre le grain, mais la farine ne trouve plus preneur. La quantité produite est insuffisante et les prix trop élevés. Pour rester opérationnel, le moulin doit régulièrement être mis en mouvement, y compris les ailes, que le vent souffle ou pas. La meule pèse 1,5 tonnes, une aile environ 400 kg. Ce genre de moulin est très fragile. C'est un peu comme un petit enfant. Il faut toujours garder un œil sur lui. Autrefois, le meunier habitait à côté du moulin. Et quand le vent se levait, il était prévenu par le gardien de nuit. Le vent souffle, va donc moudre le blé. Le moulin était tout en bois à l'origine. Mais au fil du temps, on a dû ajouter des vis en métal pour le stabiliser. Le corps du moulin repose sur un pivot. Il peut ainsi être orienté selon la direction du vent. On va y aller. Allez, on va arrêter le moulin et rentrer à la maison. Vérifie encore les clavettes. Voilà le marteau. Le couple est marié depuis 14 ans. Tous deux sont nés à Berlin.
c'est leur amour pour les vieux moulins qui les a rapprochés. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père étaient déjà meuniers. On en est à la 6e génération de meuniers. J'ai grandi avec ça et c'était pour moi une vocation. Pour moi aussi. À 16 ans, j'ai fait une formation dans un moulin de Berlin et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire de cette passion un métier. Ensuite, j'ai travaillé dans différents moulins et c'est là que je l'ai rencontré. Le couple veut faire connaître les traditions meunières. Avec un vieux moulin à main de 45 kg, ils font souvent les marchés de la région. L'odeur est agréable. C'est une farine assez grossière. Les allées, les moulins à vent et les moulins à eau marquent les paysages de la région. C'est merveilleux d'avoir pu au moins conserver les allées, car les moulins à vent se font de plus en plus rares. Notre périple sur la route des allées via le Mecklembourg-Poméranie occidentale et le Brandebourg touche maintenant à sa fin. Les allées font partie intégrante de l'héritage culturel allemand et doivent à ce titre être préservées. Entre 2005 et 2013, le Mecklembourg-Poméranie occidentale a planté plus d'arbres qu'il n'en a abattu, soit près de 53 000 nouvelles plantations. Un travail titanesque, mais le jeu en vaut la chandelle. Le voyage se termine à Wittenberg. C'est ici que le 31 octobre 1517, Martin Luther aurait placardé ses 95 thèses sur la porte de l'église, marquant ainsi le début de la Réforme. À Wittenberg, la route des allées se scinde en deux. L'une des branches part vers l'ouest, l'autre vers le sud. Ce n'est qu'après 2900 km que se termine la route des allées, l'une des plus belles routes d'Allemagne.